aussi des conférences dans les milieux start-up. On ne pensait pas être autant dans l'actualité, puisque vous avez vu les beaucoup de questions de la fin de la guerre d'Algérie, du désaccord du 19 mars 1962. Et donc cette actualité chaude et bouillante va être traitée par Eric Savarès, qui est un des spécialistes français de cette question-là. Donc sa parole est d'or, et puis vous connaissez également plus certains d'entre vous, et il est actuellement donc professeur de sciences politiques à l'université de Nice, donc il reste toujours sur l'arc méditerranéen, et je pense qu'il sera question de ce tropisme méditerranéen, de la rive nord de la Méditerranée. Merci encore d'être venu aussi nombreux. Merci Didier. Bonjour. Oui, quand j'ai été affecté à Nice, je me suis dit de Perpignan à Nice, je peux garder mon objet de recherche, les pieds noirs, le Front National, il n'y a pas de souci. Mais alors, je vais traiter cette question de la manière la plus dépassionnée possible, c'est-à-dire comment traiter du vote Front National chez les pieds noirs. En commençant par dire que c'est une question qui a fait l'objet d'un certain nombre de remarques, jamais de travaux spécifiquement consacrés à ça, mais d'un certain nombre de remarques dans des travaux consacrés aux pieds noirs, au vote en général. Et donc, l'idée c'est comment peut-on aborder cette question avec un certain nombre d'outils de la science politique, en sachant que le rapport des pieds noirs au vote est de mieux en mieux connu grâce aux travaux d'Emmanuel Contat, de Clarisse Bruno, au vote et à la politique en général, de Clarisse Bruno, de Michel Bossan, les miens, quelques-uns depuis une dizaine d'années, ce qui paraissait auparavant un objet illégitime est devenu un terrain hyper fréquenté. C'est la même chose pour les questions coloniales. Pendant des années, on disait c'est de l'histoire, et puis aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il y a un rapport à la colonisation qui est de plus en plus présent, y compris dans le débat politique. Je viens de découvrir un article du Monde où il paraît que M. Sarkozy va s'adresser aux pieds noirs pendant la campagne. Alors, est-ce qu'il va être le seul à le faire? Probablement pas, mais on va l'avoir sous les yeux. Alors, pourquoi cette question du vote Front National chez les pieds noirs fait-elle débat? Parce qu'on s'est aperçu de quelque chose. Certains outils, pour traiter du vote Front National en général et du vote Front National chez les pieds noirs en particulier, certains outils sont inadaptés, et notamment une notion qui est fortement utilisée qui s'appelle la notion d'électorat. Je précise ce que ça veut dire. Un électorat, ça signifie un ensemble d'acteurs définis par des propriétés qui les rendent plus ou moins homogènes. Ça veut dire qu'un électorat, ça veut dire des gens qui peuvent se ressembler de par leur propriété sociale, mais ça veut dire également des gens qui peuvent partager des préférences idéologiques communes. Lorsque le Parti communiste, qui a presque disparu électoralement, faisait 25% des voix, les observateurs expliquaient que l'électorat du Parti communiste était composé de gens qui étaient surtout des ouvriers, qui partageaient donc des propriétés sociales, mais aussi des gens qui avaient des propriétés idéologiques communes, la lutte contre l'exploitation capitaliste, etc., qui partageaient un certain nombre de choses. Et le problème, c'est que si on regarde ce qui se passe pour ce qui est des électeurs du Front National, la notion de l'électorat est très difficile à appliquer. Il suffit de lire ce qu'a écrit par exemple Patrick Lehung là-dessus. Si on observe ce qui se passe sur la durée des consultations électorales, c'est très compliqué. Des ouvriers qui votent régulièrement par hostilité au capitalisme pour le Parti communiste, on peut parler d'un électorat. Or, si on regarde ce qui se passe chez les gens qui votent pour Jean-Marie Le Pen, alors je ne parle de Jean-Marie Le Pen sur le plan historique, longitudinal, je dirais on n'a pas là-dessus le recul nécessaire pour parler des électeurs de sa fille. Ce sera peut-être le cas dans quelques années, pour l'instant on ne peut pas. Mais ce qui se passe lorsqu'on regarde les gens qui votent pour Jean-Marie Le Pen sur la durée des consultations électorales, c'est que globalement, d'une consultation à une autre, ce ne sont pas les mêmes. Autrement dit, c'est le parti pour lequel le taux de rotation est le plus important. Patrick Lehung a mesuré, d'une élection sur l'autre, c'est toujours un taux de rotation supérieur à 50%. Donc des gens qui utilisent chemin faisant le label, mais qui ne sont pas des électeurs captifs, enracinés, qui votent régulièrement. Eux sont très peu nombreux. Et donc, peu d'électeurs réguliers, et d'autre part, dans cet électorat, quand vous suivez un peu le profil sociologique des gens, vous avez des gens qui sont, par exemple, chez les commerçants, vous avez des employés, vous avez quelques cadres, vous avez des gens qui sont libéraux, vous avez des gens qui sont hostiles au libéralisme et à la mondialisation. Autrement dit, les remarques que faisait Patrick Lehung, c'est pas un électorat parce que ces électeurs-là, en quelque sorte, ils défient les lois de la statistique électorale. Nous avons des électeurs qui ne se ressemblent pas, qui ne partagent pas forcément les mêmes idées. Si on prenait que les gens qui votent par adhésion idéologique, on serait à 3%, et le problème ne se poserait pas de la même façon. Et donc, nous avons des électeurs qui, finalement, ont très peu de choses en commun. C'est pour ça que Patrick Lehung disait
ce sont des électeurs qui défient les lois de la statistique électorale. Et dans ces conditions, on peut avoir la tentation de dire 84 élections européennes, un score à 2 chiffres. Puis ça monte un peu, jusqu'au 21 avril 2002, on passe en gros de 10 à 16%. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'une implantation électorale. On peut le suivre avec des cartes aussi. Remarquez que le vote Front National, on le trouve plutôt dans l'est de la France, beaucoup moins dans l'ouest. Mais globalement, ça ne suffit pas à expliquer, en raison justement de cette idée que les électeurs sont assez largement dissemblables. Alors, il y a des ouvriers qui votent Front National, c'est vrai, mais comme l'a parfaitement montré Annie Coloval, c'est trop facile d'en faire un vote ouvrier parce que justement, il n'y a pas que des ouvriers là-dedans, loin s'en faut. De même, on a dit à un moment, le Front National, c'est le parti des pieds noirs. Là aussi, c'est une facilité. Que je sache, Le Pen a fait plus de 20% à Strasbourg, il n'y a pas de rapatriés à Strasbourg. Et il y a des tas de contre-exemples qui montrent qu'il est très facile de s'amuser à superposer la carte de l'implantation des rapatriés, de s'amuser à superposer la carte des scores du Front National, et les deux cartes ne se superposent pas aussi facilement que ça. Donc, c'est plus compliqué. Alors, puisque la notion d'électorat ne fonctionne pas, ou en tout cas pas bien pour traiter de cette question, le problème tel que je vais essayer de le poser va être de chercher, dans une perspective plus compréhensible, plus weberienne, quelles sont les raisons qui poussent différentes catégories d'électeurs à voter pour le Front National. Je ne peux pas le dire pour tous, je peux le dire pour les pieds noirs. Il ne s'agit pas de dire que les pieds noirs votent Front National, que le Front National est le parti des pieds noirs, il s'agit de se demander dans quelle mesure des pieds noirs peuvent avoir des raisons particulières d'utiliser de temps en temps ce label. Alors, ce qui complique un peu le problème, c'est que le groupe dit des pieds noirs constitue un groupe récent. Lorsqu'ils étaient encore en Algérie, ils s'appelaient les Français d'Algérie. Ce qui fait qu'il existe des pieds noirs, c'est deux variables. Être né en Algérie avec le statut de Français citoyen, puisque ce qui distingue les gens en Algérie, c'est citoyen et non citoyen, et pas une question de nationalité. Et deuxièmement, ce qui fait le pied noir, c'est la séquence dite du rapatriement. Puisque les harkis, par exemple, certains ont été rapatriés, ça n'en fait pas des pieds noirs parce qu'ils n'avaient pas le statut de citoyen. De même, certains pieds noirs, certains Français d'Algérie sont restés après l'indépendance, on les a appelés des pieds verts. Autrement dit, on a bien besoin de ces deux critères, à la fois le fait d'avoir quitté l'Algérie et le fait d'avoir vécu en Algérie avec le statut de Français citoyen. Et ces deux critères font que finalement, nous avons là un groupe d'individus qui a 50 ans d'existence, globalement un demi-siècle. Si on suit les travaux par exemple de Jan Sjöldö Zürcher, avec lequel il paraît qu'on est en train d'écrire un livre sur les pieds noirs, mais ça fait des mois qui traînent, bon, on va s'y remettre. Mais concrètement, si on suit les travaux de Jan Sjöldö Zürcher, l'État français a été confronté, avec l'histoire de rapatriement, à essayer de métropoliser une population qui n'était pas dans la même configuration, dans le même type de socialisation que les autres. Et ce qu'il y a de fondamental, c'est que pour métropoliser cette population, il a fallu que l'État, et ça c'est un effet de la production administrative, change le sens du rapatriement. Rapatrier jusqu'à la séquence de la décolonisation, ça veut dire revenir dans son pays d'origine. Or là, on ne revient pas dans son pays d'origine, parce que son pays d'origine, c'est la France. Parce que l'Algérie est française. Et donc, rapatrier à partir de 1961, ça veut dire, pour l'administration française, accueillir des gens qui ont vécu dans un pays où la France a eu des fonctions de souveraineté. Il a fallu que l'administration change le sens du rapatriement pour être capable de métropoliser, ou d'essayer de métropoliser cette population, alors dans des conditions très particulières. Alors, lorsqu'on a ces deux critères à minima, qu'est-ce que je vais essayer de faire? De montrer d'abord dans quelle mesure on peut utiliser la notion de traumatisme historique piqué à Paul Bois pour traiter des raisons éventuelles de pieds noirs de voter pour le Front National, et dans un second temps montrer comment ça peut aider à comprendre leur vote. Dans l'Algérie coloniale, donc je commence par le premier point. Dans l'Algérie coloniale, le groupe qu'aujourd'hui on appelle les pieds noirs n'est pas un groupe homogène. Je dirais que l'homogénéité elle a été construite a posteriori dans un travail de militantisme, de mémoire. C'est pas un groupe homogène parce qu'il est comme n'importe quel groupe d'individus traversé par des clivages. Il y a un truc qui est très rigolo, ça fait des années qu'on entend parler d'un vote pied noir, tout le monde sait qu'il n'existe pas, sauf que il y a aussi des candidats qui travaillent à essayer de le construire. Qui travaillent à dire on va donner ceci ou cela aux rapatriés pour essayer de capter leur vote. Or, quand on analyse leur vote, on sait très bien qu'il y a des différences, y compris à l'intérieur de ce groupe, comme dans presque tous les autres. Et même s'il est traversé par des clivages, il y a un certain nombre de choses qui incitent à s'interroger sur l'utilité possible de la notion de traumatisme historique pour traiter de ce vote. Alors,
Pourquoi? Parce que dans l'Algérie coloniale, les Français d'Algérie sont surtout répartis dans les grandes villes côtières. Alger, Oran, Constantine, etc. C'est-à-dire au bord de mer. On dit souvent le pied noir, Colomb, etc. 80% des Français d'Algérie ne sont pas dans l'agriculture. Ils sont dans les grandes villes comme fonctionnaires, comme commerçants, comme ce que vous voudrez. Enfin, le mythe de la culture de la terre, évidemment, il a bon dos. Et dans cette Algérie coloniale où les Français d'Algérie sont dans les grandes villes côtières, il y a des tas de villes comme Oran, comme Alger, où il y a eu des périodes assez longues où le vote majoritaire est un vote à gauche, avec des séquences au milieu de convulsions antisémites. Vous savez qu'en 1890, Truman se présente à Alger comme député. Je suis le candidat anti-juif, il était élu au premier tour. Il y a eu des époques de convulsions antisémites assez fortes. Et en même temps, aujourd'hui, c'est un groupe, si on suit les travaux qui ont été menés par exemple par Emmanuel Conta, c'est un groupe qui voterait plutôt à droite. Il y a eu un recyclage progressivement. Et puis il y a un chiffre auquel il faut donner sens, il y a plus de 40% des pieds noirs, et là le chiffre lui-même ne parle pas, il y a plus de 40% des pieds noirs qui déclarent avoir voté au moins une fois, pas régulièrement, j'ai expliqué qu'il y avait une rotation tout à l'heure, il y a plus de 40% des pieds noirs qui déclarent avoir voté au moins une fois pour le Front National, chiffre qui est assez largement supérieur à ce qu'on peut trouver ailleurs. Alors, ces 40%, qui ça peut être? Évidemment, on sait que le Front National a recruté certains activistes ou sympathisants de l'OS, mais enfin, ça n'explique pas ces 40% de gens qui pourraient aller voter pour le Front National. De même, certains ont pu vivre une forme de pré-socialisation politique dans des anciens groupuscules fascistes comme l'Occident, comme Jeunes Nations, mais là encore, si ça n'était que ça, on aurait un vote de proximité idéologique qui ne concerne qu'une partie. De même, il y a un certain nombre de variables socio-démographiques. Le déclassement, un faible niveau de capital culturel. On sait qu'il y a un certain nombre de variables socio-démographiques qui sont susceptibles de préorienter sociologiquement, socialement, le vote Front National. Mais là encore, je ne vois pas très bien ce qui permet de croire que ces variables socio-démographiques susceptibles de préorienter socialement ce vote agissent plus fortement chez les pieds noirs que chez les autres. On a même toute raison de penser le contraire, parce que comme c'est une population relativement récente qui apparaît avec les rapatriements, aujourd'hui il s'agit d'un groupe d'individus relativement âgés, généralement à la retraite, donc tout ce qui concerne le chômage, précarité, etc., c'est réglé. On a une chance folle quand même. Imaginez aujourd'hui 1 million de personnes qui débarquent avec nos 4 millions de chômeurs. On a eu une chance folle qui débarque à un moment où le problème n'était pas la crise de l'emploi, mais la crise du logement. Ce qui a amené par exemple à construire la résidence Moulin-à-Vent qui est juste en face, et plein d'autres. Parce qu'il a fallu loger. Et heureusement qu'il y avait un marché du travail, une activité qui permettait d'absorber l'un des plus grands mouvements de population qui nous a été donné d'avoir à gérer. Alors, plus de 40% qui déclarent avoir voté au moins une fois pour le Front National, mais il n'y a pas plus de déclassés, il n'y a pas plus de gens d'extrême droite dans ce groupe, et donc l'utilité de recourir au traumatisme historique susceptible d'influencer le choix électoral, on peut la faire de deux façons. Première façon, ce que fait Emmanuel Conta, autrement dit, utiliser les outils de la statistique, notamment descriptive. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On construit un indice de traumatisme, on demande aux gens s'ils ont été victimes d'un attentat, s'ils ont eu de leurs proches qui ont disparu dans des conditions tragiques, s'ils ont, dans leur propre trajectoire, vécu un certain nombre de choses susceptibles d'être quelque chose de, entre guillemets, traumatisant. Et évidemment, selon un certain nombre d'indicateurs, on peut fabriquer un indice de traumatisme historique, et si on suit le travail d'Emmanuel Conta, il y a effectivement une corrélation statistiquement éprouvée, vérifiable avec tous les tests que vous voulez, qui montre qu'un degré, un indice élevé de traumatisme historique est corrélé avec une probabilité assez forte d'utiliser le label Front National. Et puis, seconde manière de travailler sur le traumatisme historique, plus qualitative, plus compréhensive, il s'agit de rechercher le sens que l'acteur assigne à son vote, à sa pratique, ici le choix électoral, et l'idée de donner un sens à la corrélation. La corrélation, on sait qu'elle existe, mais chercher dans quelle mesure le traumatisme peut influencer le choix électoral, veut dire chercher de manière qualitative dans quelle mesure une trajectoire marquée par un traumatisme, pas au sens de jugement moral, c'est-à-dire une situation qui s'est dégradée à la suite d'un événement historique ou d'une politique publique, c'est tout. Dans quelle mesure une situation traumatique peut entraîner l'acteur à donner un sens particulier à un vote et est susceptible d'orienter, en l'occurrence, le comportement électoral. Alors, comment procéder dans ce cas? En suivant ce que dit Paul Bois. Je rappelle en deux mots la problématique de Paul Bois,
que je ne recommande jamais aux étudiants de lire parce que ça fait 600 pages. Paul Bois, vous le savez, s'appuie sur une corrélation que Siegfried a établie. Siegfried établit une corrélation très forte entre la probabilité de voter à droite et le fait d'être catholique. Et que dit-il? Les catholiques ont plus de chances de voter à droite que les autres. Alors l'idée de Paul Bois est de dire la corrélation on l'a établie, certes, mais non seulement il est contre-exemple, ce qui est toujours le cas dans une théorie sociologique, mais en plus, non seulement il est contre-exemple, mais en plus nous sommes confrontés à quelque chose de spécial. On sait que les catholiques votent plus à droite que les autres, mais qu'est-ce qui, dans le fait d'être catholique, serait susceptible de préorienter socialement le vote à droite? Et que fait Paul Bois? L'idée du traumatisme, c'est de dire cette corrélation, il faut l'expliquer. L'expliquer comment? Un bon historien considère que les causes précèdent les effets, il recherche dans le passé. Et que trouve-t-il dans le passé, en remontant jusqu'à la Révolution française? Les révolutionnaires nationalisent les biens du clergé, et à un moment, ils décident de les revendre. Et lorsqu'ils décident de les revendre, à qui le revendent-ils? Non pas aux riches propriétaires terriens catholiques qui lorgnent sur ces terres, mais à des membres de la petite bourgeoisie urbaine. Moralité, les catholiques basculent dans le camp de la contre-révolution à droite, et le clivage droite-gauche chez les catholiques et les autres serait le produit de cet événement qui se déroule pendant la Révolution française. Sauf que, évidemment, le modèle du traumatisme historique, selon lequel un événement traumatique est susceptible de produire un clivage, c'est-à-dire un opérateur de cristallisation des comportements électoraux durables, c'est le modèle de Paul Bois. Sauf que, il y a quand même eu des commentaires assez nourris là-dessus, ça a fait couler beaucoup d'encre de ce modèle du traumatisme historique, et notamment, je ne vais en citer qu'un, celui d'un historien qui s'appelle Emmanuel Leroy-Ladurie et qui dit « Oui, je veux bien, mais enfin, le traumatisme historique, dit-il, c'est de l'événement congelé en structure. » Autrement dit, comment comprendre qu'un événement qui se produit au moment de la Révolution française soit encore aujourd'hui susceptible de cliver les choix électoraux? Pour que ça marche, encore faut-il que la mémoire de l'événement traumatique se transmette et que petit à petit, par des processus de socialisation, le clivage perdure. Sans ça, bon, je veux bien qu'il soit passé quelque chose, mais enfin, on est peut-être plus focalisé sur ce qui s'est passé il y a 2 siècles. Alors, pourquoi pour les pieds noirs c'est un peu plus simple? Réponse, parce que là, ce n'est pas de l'événement congelé à la structure, là, nous avons en face de nous des témoins vivants du traumatisme. On peut interroger des gens qui ont eux-mêmes vécu l'événement traumatique. On ne peut plus interroger des bourgeois de l'ouest de la France, on ne peut plus interroger des sans-culottes, mais on peut encore interroger les pieds noirs. Et ça, c'est fondamental parce qu'il ne s'agit pas de se demander comment la mémoire d'un événement traumatique peut être transmise, mais comment un groupe qui lui-même l'a vécu peut être susceptible d'agir aujourd'hui en fonction, pour partie en tout cas, en fonction de ce qui a été vécu un peu plus tôt. Autrement dit, l'événement congelé en structure, on a cette contrainte pour ce qui s'est passé pendant la Révolution ou après. Alors, je sais que les historiens disent que le travail des historiens commence lorsqu'il n'y a plus de témoins vivants, comme ça en est peinard. Là, évidemment, ce n'est pas le travail d'historien, et le fait d'avoir des témoins vivants, c'est quand même une ressource non négligeable. Alors, dès lors qu'on a des témoins vivants, ben, comment procéder? Ben, réponse, en construisant un échantillon d'individus, et le pari que j'ai fait, c'est de construire un échantillon de pieds noirs, et de ne conserver que ceux qui ont déclaré avoir voté au moins une fois pour le Front National, et regarder s'il y a un certain nombre de propriétés qui permettent d'expliquer ce choix. Et là, j'en viens à la seconde partie de l'exposé, autrement dit, à l'explication que je souhaitais proposer. Alors, il y a quelque chose qui vient immédiatement à l'esprit. On interroge des gens très longuement sur leur trajectoire dans l'Algérie coloniale, leur rapatriement, etc. Là, ça donne des entretiens de type biographique assez longs. Et bien sûr, il y a quelque chose qui viendrait immédiatement à l'esprit. L'hostilité, le vote pour le Front National chez des pieds noirs s'expliquerait par l'hostilité à l'immigration, et notamment à l'immigration maghrébine. Alors évidemment, c'est enfoncer une énorme porte ouverte que de dire pour voter Front National, il faut être contre l'immigration, et l'État de pieds noirs qui sont contre l'immigration. Oui, pourquoi pas? Le problème, c'est que ça ne marche pas. Je dirais que ça ne marche pas, en tout cas pas totalement. Le problème, c'est que certains pieds noirs sont contre l'immigration, et notamment maghrébine, et encore plus algérienne, bien entendu, bon, peut s'expliquer, y compris dans des discours qui sont assez bien relatés. Après tout, les Algériens ont voulu leur indépendance, puisqu'ils voulaient vivre chez eux, qu'ils y restent, et qu'ils ne viennent pas vivre chez nous, donc je suis contre l'immigration. Ça, on peut l'entendre assez souvent.
Seulement, le problème, c'est que si on s'amuse à faire ça, on a des cas négatifs qui sont très nombreux. Il y a des tas de pieds noirs qui sont hostiles à l'immigration et qui pourtant n'ont jamais fait le pas d'aller voter pour Jean-Marie Le Pen. Donc l'explication vote pour Jean-Marie Le Pen, hostilité à l'immigration est insuffisante. En tout cas, c'est peut-être une condition nécessaire, mais ça n'est pas une condition suffisante. Il y a pas mal de pieds noirs qui ont liquidé leur hostilité à l'immigration, par exemple dans le vote pour Nicolas Sarkozy en 2007, et qui n'avaient jamais utilisé le label Front National. Alors, pour illustrer les enjeux, je pars d'une position assez radicale qui a été exprimée par un auteur pied noir. Alors là, pour que vous ayez de quoi comprendre le climat, les immigrés venant en France, il s'appelle Joe Ortiz, les immigrés venant en France devraient se conduire en gens responsables lorsqu'ils sèment le désordre, créent une insécurité qui va chaque jour grandissant, trouble l'ordre public. En un mot, ils se conduisent déjà au pays conquis. Je me suis battu pour l'Algérie française, s'il le faut, je me battrai demain pour la France française. Là, on peut commencer à prendre au sérieux les effets éventuels d'un éventuel traumatisme historique, autrement dit, à travers une identification assez problématique entre la situation coloniale et la situation actuelle. Là, évidemment, il y a un début de ressort de l'explication. Alors, pourquoi? Pour une raison, finalement, assez simple, c'est que les dernières années de guerre, notamment, les dernières années de la situation coloniale, sont marquées par une ambivalence très très forte, notamment entre les Français d'Algérie et ce qu'on appelait à l'époque les Français musulmans dans la relation entre eux. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on croit, bien sûr, il y a une coupure citoyenne d'un côté, non citoyenne de l'autre, jusqu'à l'obtention de la citoyenneté en 58, mais manifestement trop tard pour enrayer le processus de conflit qui était déclenché depuis déjà assez longtemps. Mais concrètement, l'ambivalence de la relation, on peut la décrire de la manière suivante. Comme individus, y compris si les populations sont séparées par des barrières juridiques, citoyens non citoyens, par des barrières économiques, une population qui a le train de vie d'un pays développé, une population qui a en gros le niveau de vie d'un pays pauvre, et, j'ajoute, par des barrières morales et sexuelles. On ne se marie pas entre. Il y a quelques centaines de mariages mixtes en 130 ans de colonisation. Donc les séparations sont très fortes, mais pas simplement sur le plan juridique, ce sont aussi des barrières morales, ce sont aussi des barrières socio-économiques. Mais même s'il y a cette séparation qui peut être décrite avec des outils statistiques, qui peut être décrite en utilisant le droit colonial, qui peut être décrite en utilisant les chiffres sur les mariages, par exemple, malgré tout, l'autre, le français musulman pour les Français d'Algérie, appartient aussi à un quotidien. On peut jouer dans la même équipe de football avec ce qu'on appelle à l'époque des Arabes. On peut aller acheter des gâteaux chez un pâtissier arabe. On peut avoir des amis, y compris si les deux populations sont clivées par des indicateurs juridiques, socio-économiques, démographiques et autres. Et cette dualité problématique de l'arabe, évidemment, elle va se cristalliser très fortement dans les dernières années de la guerre d'Algérie. Si vous voulez, c'est à la fois un être amical, inséré à des relations interindividuelles, au quotidien colonial. Comme être individuel, ça peut être un copain, et comme être collectif, l'arabe représente une menace permanente contre l'ordre politique, contre l'ordre colonial. Ce qui explique, et là, il faut faire une plongée dans la littérature, allez regarder ce qu'a écrit Marie Cardinal, c'est-à-dire les auteurs pieds noirs qui ont participé à ce qu'on appelle les littératures d'exil. Allez regarder ce qu'a écrit Jean Pellegrini, allez regarder ce qu'a écrit Louis Gardel, et quelques autres. Ils sont tous plein d'anecdotes de type nous avons un individu qui est à Alger, qui explique que chaque fois que des rebelles mettent des bombes, il faut faire des exécutions exemplaires, il faut leur couper les mains, il faut les pendre sur la place publique, etc., qui tient une position de ce type. Le même individu qui est en train de haranguer la foule en disant il faut absolument faire des exécutions exemplaires, quitte la foule qui la rend et se retrouve dans un café mort à jouer au domino avec un copain arabe, laisse les clés de son appartement à un ami arabe quand il part, etc. Tout le problème de la cristallisation de ces rapports, c'est que dans les dernières années de la guerre d'Algérie, les Français d'Algérie sont de moins en moins capables de faire la distinction entre l'ami auquel on peut confier ses clés, avec lequel on peut être copain, et celui qui est susceptible d'aller mettre une bombe. Autrement dit, on a une sorte d'indifférenciation entre le félaga et l'arabe copain serré à la chaleur du quotidien colonial. Et là, évidemment, ça pose un énorme problème. Pierre Nora, par exemple, a écrit un petit bouquin qui s'appelle Les Français d'Algérie, qui n'a aucune valeur scientifique, mais qui a une valeur de témoignage assez forte. Le général Massu lui-même, c'est-à-dire le vainqueur de la bataille d'Alger en 1957, disait la chose suivante, et c'est prouvé, le général Massu lui-même disait la chose suivante: chaque fois qu'on arrêtait un suspect, on avait un Français d'Algérie qui intervenait en disant « mais non, celui-là je le connais, c'est un copain, il est innocent ». Incapacité à distinguer celui qui est dans le bon camp et celui qui est dans le mauvais camp.
Et tout ça, évidemment, va laisser des traces assez fortes. Vous avez des gens qui sont traumatisés, qui vous disent, à chaque fois que j'allais au cinéma, que je voyais un arabe derrière dans la queue, je me retournais, parce que, bon, qui vivent par la suite une situation un peu compliquée. Et c'est là que je voulais en venir. Les dernières années du conflit vont produire une situation où les Français d'Algérie ne sont plus capables de distinguer l'ami inséré à la chaleur des rapports quotidiens, du quotidien colonial, de l'ennemi qui est susceptible d'aller mettre des bombes. Alors, dans L'été fracassé de Louis Dardel, il y a des témoignages extraordinaires. Dans Les Oliviers de la justice de Jean Pellegrini, il y a des témoignages extraordinaires. Ces espèces de situations ambivalentes, on les retrouve notamment dans les littératures d'exil. Marie Cardinal, par exemple, qui vous dit « j'ai eu un accident de voiture, il y a un arabe qui est venu, je me suis enfui, j'ai cru que c'était un bico mal dégrossi, il venait me sauver ». On est dans une situation où les Français d'Algérie ne sont plus capables de gérer la relation à l'autre, parce qu'on ne sait pas qui est dans leur camp et qui est dans l'autre camp, quelles que soient les raisons. Et ça, évidemment, ça se retrouve assez fortement dans les comportements, y compris par la suite. C'est là qu'il y a des interactions entre le colonial et le post-colonial. C'est dans les situations, c'est dans les pratiques quotidiennes. Pas, le post-colonial, ce n'est pas une notion abstraite, complètement littéraire. Dans quelle mesure des pratiques coloniales peuvent être identifiées à des pratiques dans la situation future. Je cite un pied noir que j'ai interrogé, qui nous dit la chose suivante. Vous comprenez, on a fait n'importe quoi avec les Arabes, on a renvoyé ceux qui criaient « Vive la France », les harkis, les supplétifs, et ils se sont fait égorger. Et ceux qu'on a laissés venir, ce sont ceux qui nous ont tiré dessus. Vous avez compris ce qui se passe. Chez un certain nombre de pieds noirs, les actuels immigrés sont identifiés à leurs anciens ennemis, aux anciens félagas ou à leurs enfants. Et ça, évidemment, ça fait partie des séquelles d'une mémoire post-traumatique de la guerre d'Algérie. Et c'est là l'élément clé de l'explication que je voulais donner. Je vais donner quelques preuves empiriques par la suite, mais l'élément clé que je voulais donner, c'est pas simplement l'hostilité à l'immigration. Les pieds noirs qui choisissent de voter pour le Front National sont ceux pour lesquels les actuels maghrébins en France sont leurs anciens ennemis et leurs enfants. Et je vais vous montrer comment ça se déroule ensuite dans le discours. L'identification problématique entre immigrés et félagas qui renvoie à l'indifférenciation entre le félaga et l'arabe dans les dernières années de la guerre d'Algérie. C'est pour ça que l'hostilité à l'immigration ne suffit pas. Être hostile à l'immigration, c'est peut-être une condition, mais ne votent Front National que ceux qui non seulement sont hostiles à l'immigration, mais aussi qui considèrent que l'actuelle immigration, c'est la descendance de leurs anciens ennemis qui s'expriment là. C'est les anciens félagas qui sont libres de circuler en France, d'y faire des enfants qui continuent à troubler l'ordre comme ils le troublaient dans les dernières années de la guerre d'Algérie. Alors, cette identification entre les deux, entre actuels immigrés, en mélangeant tout, parce qu'après, c'est plus algérien, c'est maghrébin, c'est pas écrit sur la tronche, marocain, algérien. Après, évidemment, le mélange, vous savez, c'est comme musulman égale terroriste, égale fanatique, ouais. Les mélanges vont vite. Concrètement, comment peut-on identifier cette association entre les anciens félagas et les actuels immigrés? Il y a au moins 3 manières de construire cette identification dans l'imaginaire, au moins. D'abord, en identifiant des personnes. Autrement dit, les anciens leaders du FLN, ils sont ici, ils circulent librement. Ou encore, c'est pas forcément sur les leaders, parce qu'eux, ils sont visibles, ils ont accès à l'espace public, ils peuvent s'exprimer dans les journaux, etc. Mais c'est pas forcément sur les anciens leaders. Je cite une femme interrogée, pas très loin d'ici, dont je garderai l'anonymat. C'était en 1971, je sais où il est, je sais où il habite. Je sais où il est, je l'ai rencontré. J'avais mon chien, un berger allemand, il gueulait après lui. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Comme c'était mon ouvrier, je lui dis, donnez-moi votre tricot que vous transpirez, je vais le laver, demain vous l'aurez. Sur le tricot, qu'est-ce que je vois dessus? Wilaya 4, Wilaya 4. C'est leur truc à eux, c'était pendant la guerre d'Algérie, etc., etc. Je ne cite pas toute la tirade. Et vous savez pourquoi les pieds noirs votent Front National pour que Jean-Marie mette un peu d'ordre là-dedans? Il y en a marre, vous vous rendez compte, ils sont les patrons ici, ils sont toujours là. Identification claire à travers des personnes. Ici, l'ouvrier qui était son employé, qui a été identifié à un ancien ennemi. Autre manière de construire l'identification problématique entre l'ancien félaga et l'actuel immigré, en associant des pratiques actuelles, donc on peut associer des personnes, on peut aussi associer des pratiques, c'est-à-dire des pratiques actuelles, à des pratiques coloniales. Alors, il y a un élément qui a vachement révélé ça, c'est notamment la crise des banlieues. La crise des banlieues, c'est la guerre d'Algérie qui a démarré. La fameuse crise des banlieues en novembre 2005, sauf erreur.
Les Arabes, c'est ça, ils envoient toujours les enfants en premier parce que les enfants, on leur fait rien. Qu'est-ce qu'ils mendient dans les rues à Oran? Ce sont les mères avec leurs gosses sur les bras. Vous ne voyez jamais un Arabe mendier, jamais un homme, c'est toujours les femmes et les enfants. Alors je poursuis un peu plus loin. Ce sont les petits Arabes sur ordre des parents qui restaient bien tranquilles derrière en disant aux enfants « Allez-y, vous on vous fera rien ». Alors c'est pour ça que Sarkozy veut nettoyer tout ça, il veut mettre de l'ordre. Ce sont les enfants qui agissent sur les ordres de leurs... Alors ça c'est moi qui pose les questions. Ce sont les enfants qui agissent sur les ordres des parents. Moi c'est ce que je pense. Les parents, vous savez, il y en a beaucoup qui sont rentrés. Vous savez, ils sont rentrés, ici en France. Hein. Vous savez, le chômage, il y en a qui là-bas ne peuvent plus travailler. Alors, ils sont là, ils sont ici, ils sont en France et ils sont en Algérie. Les enfants les parents qui envoient les enfants brûler les voitures, ce sont ceux qui étaient en Algérie au moment des événements. C'est un retour en arrière. Identification très claire entre les pratiques coloniales et les pratiques actuelles de la fameuse différenciation entre l'immigré et le félaga. Troisième type d'identification possible, à travers des pratiques politiques, notamment l'identification d'un laxisme récurrent des autorités françaises. On a laissé faire n'importe quoi en Algérie, on continue à laisser faire n'importe quoi en France. Moi, je regarde la situation, je renvoie les patrouilles comme ils faisaient contre nous. Nous, quand il y avait le couvre-feu, il y avait les patrouilles. Non, attendez, on a cette impression que les casseurs, on sait où ils sont, on sait qui c'est toujours les mêmes depuis la guerre, et on les laisse. Identification claire, là encore. Alors, j'arrête, je pourrais citer énormément d'exemples à l'appui de ça. D'une certaine manière, tous ceux qui ont déclaré avoir voté pour le Front National faisaient peu ou prou cette identification, ce qui ne veut pas dire que ça annule les autres variables sociodémographiques, etc., que j'ai évoquées tout à l'heure, pas du tout. Hein. Et évidemment, on peut citer beaucoup d'exemples, on peut surtout en tirer, je crois, une explication sociologique construite à partir d'un usage faible. J'admets, l'usage du traumatisme historique que je fais, c'est un usage faible. Je ne vais pas jusqu'à la Révolution, je ne vais qu'à des gens qui sont susceptibles d'avoir vécu le traumatisme. Usage faible, pourquoi? Pour dire que l'hostilité des pieds noirs à l'immigration ne se traduit en vote Front National, n'est susceptible de se traduire en vote Front National que dans le cas où il y a cette identification problématique entre les actuels immigrés et les anciens félagas. Alors des pieds noirs, aujourd'hui, on en a qui votent à gauche, on en a qui votent à droite, c'est plutôt un vote majoritaire, on en a quelques-uns pour des raisons soit idéologiques, soit en raison de l'identification dont j'ai parlé, qui peuvent aussi choisir, chemin faisant, d'utiliser le label Front National. Que je sache, si on suit la typologie qu'a fait Clarisse Bonneau, elle identifie 6 types de pieds noirs. Il y a des pieds noirs qui défendent les valeurs républicaines, qui défendent les valeurs sociales, qui votent à gauche, il n'y a pas de souci. J'ai pas dit surtout pas qu'il fallait mettre tout le monde dans le même sac. Donc l'explication sociologique, elle est bien là. Le pied noir qui vote Front National, c'est celui qui est hostile à l'immigration, mais aussi qui associe les actuels immigrés aux anciens félagas. Et puis, deuxième élément, mais peut-être celui-là un peu plus théorique, peut-être que le modèle du traumatisme historique qu'on a beaucoup jeté, mais c'est la mode, on jette tout, le bébé, l'eau du vin, qu'on a beaucoup jeté aux orties en disant c'est pas possible, bah, justement, d'en faire un usage faible pour des cas où il y a des témoins vivants, ça peut marcher. Alors évidemment, si on redescend jusqu'à la Révolution française, après il faut faire une contre-enquête, c'est-à-dire montrer comment petit à petit le traumatisme se transmet. Là, il n'y a pas à faire cette enquête, on sait très bien que les enfants ne se réalignent pas forcément sur les préférences idéologiques des parents. Pourquoi? Parce que leurs enfants, ils n'ont pas traversé la Méditerranée, ils sont nés ici, ils sont plus pieds noirs. Moralité, il est clair que c'est une situation qu'il fallait étudier d'urgence parce qu'on va être confronté à un groupe d'individus qui va disparaître. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les enjeux mémoriels sont si forts, parce qu'un groupe qui sait qu'il va disparaître, qu'est-ce qu'il fait? Il se mobilise et il appartient aujourd'hui autant à la catégorie des groupes sociaux au sens sociologique du terme, mais aussi des groupes circonstanciels, c'est-à-dire des groupes qui n'ont en commun que la mémoire. Enlever la mobilisation politique aujourd'hui, plus de pieds noirs. Sauf que, évidemment, il en reste qui peuvent être étudiés, enfin, pour ce qui est du vote Front National, à travers ce modèle. Je vous remercie. Oui, Eric, je voudrais te poser une question sur la question du traumatisme historique. Parce qu'il me semble quand même qu'il y a une question, enfin, un problème relatif à l'héritage transgénérationnel sur le plan idéologique. Le CEDIPOF a publié une étude qui est parue dans le Monde il y a peu de temps, une étude qui a été publiée en janvier, qui tend à évaluer le nombre, enfin, la population électorale pieds noirs, toute génération confondue, donc les rapatriés d'origine et leurs enfants, à 3 millions de personnes. On comprend effectivement que certains aient intérêt à vouloir en faire un segment électoral.
Et d'après également, semble-t-il, hein, ce travail, on constaterait qu'il y a un survote hein, des générations, des jeunes générations pieds noirs en faveur du Front National, alors que les rapatriés d'origine se tourneraient plus volontiers, pas systématiquement, mais plus volontiers, vers l'UMP. La question que je voudrais te poser, c'est est-ce qu'on a des éléments pour savoir s'il s'agit là d'une radicalisation, en fait, des pieds noirs de la deuxième ou troisième génération, ou si cet effet de distorsion au sein du vote droitier est lié plutôt à une liquidation du gaullisme au sein de l'UMP. Le vote droitier, c'est clair qu'il y a une liquidation du gaullisme. Pour une raison très simple, c'est que après l'arrivée des pieds noirs, il y a eu quelques années où ils ont été marqués par une sorte d'empathie politique qui votaient plutôt moins que les autres. Et quand ils sont retournés dans les urnes, évidemment, il y avait l'adversité à De Gaulle, l'adversité au Parti communiste, puis il y a eu petit à petit un recyclage qui s'est fait, et comme petit à petit la distance de l'UMP par rapport au gaullisme s'est assez largement creusée, aujourd'hui il n'y a plus de tabou à aller voter pour un parti qui se réclame du gaullisme, mais qui n'a plus que l'étiquette vaguement de gaulliste. Enfin, moi il me semble que l'enterrement du gaullisme, c'est l'élection de Nicolas Sarkozy, 2007. Il fallait bien que ça s'arrête un jour, de toute façon c'est un élément historique comme un autre, c'est appelé à disparaître. Mais concrètement, pour les enfants, ce qu'on en sait notamment par les travaux de Clarisse Bonneau, c'est que la transmission du traumatisme se déroule de la manière suivante. On sait que dans les familles où on a expliqué aux enfants le départ, les conditions de réinstallation difficiles, la souffrance, etc., ben, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils intègrent ça à leur propre trajectoire et puis ils la reconstruisent ailleurs autrement, et donc ils se construisent une forme d'identité hybride. Par contre, là où ça devient compliqué, c'est le moment où la première génération a voulu dire on protège les enfants, on ne leur dit rien, et eux, lorsqu'ils redécouvrent par la bande ce qu'il s'est passé en apprenant la guerre d'Algérie à l'école ou je ne sais quoi, ils se mettent à endosser la souffrance des parents, et c'est là qu'il y a les processus de radicalisation. Mais de toute façon, ces effets de retour du traumatisme 2 ou 3 générations après, ça concerne les Haïtiens à New York. Les premiers se disent français parce que ça fait chic à New York de se dire membre de la culture française. Les deuxièmes sont avec les blacks pour les luttes des droits civiques, et les troisièmes se disent haïtiens, ils n'en connaissent que les cartes postales. Chez les Harkis, c'est pareil. Ce sont les petits-enfants qui sont en train de se manifester aujourd'hui. Parce que les premières générations n'ont rien dit, et la radicalisation vient de la partie d'entre eux qui endosse la souffrance de la première génération. Moi, je ne connais pas les chiffres, j'ai pas lu l'article dont tu parles, mais il me semble que la radicalisation chez les enfants vient de trajectoires particulières où il y en a qui sont plus susceptibles que d'autres d'endosser le traumatisme en fonction de leur trajectoire particulière et de leur éducation. J'ai une petite question sur quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressé. C'est la fin de ton intervention sur le processus mémoriel, qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Et donc, sauf erreur de ma part, je trouve qu'il y a un double paradoxe, que je me trompe peut-être, que je ne suis absolument pas spécialiste de la question. Puisque, sauf erreur de ma part, bon, le FN contribue, d'une certaine manière déjà, à ce processus mémoriel. Alors, je pense notamment à ce qui se passait il y a un mois au Bar Carrez. Et donc, à t'écouter paradoxalement, qu'en est-il du rôle de l'État? Et à t'écouter, il vaudrait mieux que l'État n'en fasse pas trop sur cette question. Alors on peut être confiant, parce que moi j'étais en poste à Outre-mer, et je pense que l'État n'a pas fait son boulot sur ce qui s'est passé à Outre-mer, ce qui explique beaucoup de rancœur. Alors j'aimerais trouver cette question, est-ce que l'État doit jouer un rôle par rapport à ce processus, et est-ce qu'il doit être méfiant justement par rapport à toutes les conséquences éventuelles Par rapport au processus mémoriel, ouais, c'est compliqué, il faudrait que je le tente. Bon, je prends 2 minutes. Le problème, c'est que, et d'ailleurs c'est ce qui met en tension notre modèle de citoyenneté, le problème c'est que les premières mesures de réparation, dans un modèle de citoyenneté qui est à la fois individualiste et universaliste, on ne peut avoir de droit qu'en tant qu'individu, et pas en tant qu'harki ou que pied noir ou que je ne sais quoi. Moralité, lorsqu'il y a eu des indemnités, des mesures de réparation, des prêts à taux zéro, etc., c'est ce que montre bien mon collègue Yann Soldo-Zurker, l'idée était de dire il faut absolument que les gens reviennent à leur situation antérieure. Autrement dit, que le rapatriement où quelqu'un a laissé sa maison, où quelqu'un a laissé quelque chose, que le rapatriement ne vienne pas perturber la situation sociale. Et les premières mesures, elles sont accordées à des gens en tant qu'individus en fonction de leurs ressources, etc. Mais le problème, c'est que depuis le début des années 90, on n'est plus dans les réparations matérielles, on est dans la réparation morale, on est dans la réparation de la blessure morale.
Et ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit notamment par des lois mémorielles, disant celui qui a juré les harkis, il va avoir une punition, une sanction, disant que les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de la colonisation, disant, alors ça a été déclassé depuis, bon, on est passé à la réparation morale. Et tout le problème, c'est que cette politique de réparation morale, elle est allée en quelque sorte contre le principe de citoyenneté universaliste et individualiste, c'est-à-dire qu'elle s'est adressée à des groupes particuliers. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est, ça met en tension notre modèle de citoyenneté. Accorder des droits à des gens parce qu'ils sont pieds noirs, ça n'a rien à voir avec un modèle de citoyenneté universaliste et individualiste, ça a à voir avec un modèle multiculturel ou différentialiste. Moralité, le modèle de citoyenneté est en tension. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça veut dire que notre modèle universaliste est une fiction et que justement il faut l'adapter autrement, ou faut-il revenir à une vision universaliste, on accorde des droits à des individus égaux et en tant qu'individus égaux, mais à ce moment-là se pose la question de la fonction des lois mémorielles et des réparations morales. Il n'y a pas que pour l'Algérie, il y a eu pour l'esclavage, il y a eu pour le Vichy, etc., etc. Je veux dire, mais c'est aussi le moment d'une période, disons que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait insérer toute une somme d'événements historiques dans une sorte de mémoire nationale. Aujourd'hui, on a découvert la diversité des groupes. Là encore, quand je dis le post-colonial, c'est pas abstrait. Qu'est-ce qui caractérise la situation post-coloniale en France? Deux choses, à mon avis. Première chose, l'émergence de nouveaux groupes d'individus, les pieds noirs, les harkis, etc., etc., et les anciens combattants, bien sûr. Et deuxième chose, toute une génération, toute une classe politique marquée par la guerre d'Algérie. Je souris souvent en disant ça, mais quand même, lorsque François Mitterrand a été élu, on a fait voter au 49-3 à l'Assemblée nationale le rétablissement des anciens généraux qui avaient participé aux activités de l'OAS. Dans leur carrière, les mecs sont sortis de prison, ont récupéré toute leur ancienneté. Ça s'est fini dans le bureau de Mitterrand avec des mecs comme Jox, qui étaient nés à la politique dans l'opposition au colonialisme. Jox, Jospin, Rocard, toute la jeune garde à l'époque étaient nés à la politique dans l'opposition au colonialisme, tandis que la vieille garde de Mitterrand, c'est le mec qui a envoyé le contingent en Algérie. Au Parti Socialiste, tension. Dire, la loi du 23 février 2005, c'est pareil, tension, c'est de la droite cette fois. Comment une loi qui permet d'indemniser d'anciens activistes de l'OAS, parce que quand même il y a un article 13 que tout le monde a oublié, on a parlé que des programmes scolaires. Il y a un article 13 dans cette loi qui permet d'indemniser d'anciens activistes. Comment un parti gaulliste aurait pu voter un texte qui permet d'indemniser des membres d'une organisation qui a voulu tuer le général de Gaulle? C'est pour ça que le gaullisme, comme disait Philippe, est évaporé. Acte de décès, 2007, élection de Nicolas Sarkozy, c'est clair. Pourquoi pas avant 2007? Même en 2000, enfin, le processus de déconstruction était engagé. Je veux dire, symboliquement 2007, mais le processus de déconstruction était engagé. À partir de quand? Il me semble qu'à partir du moment où la droite s'est mise à être européenne, elle est de moins en moins gaulliste. Mais bon, il y a d'autres raisons, hein, probablement. Michel Debré fait moins de 2% au présidentiel en 80. Celui qui porte les vrais morceaux de la croix gaulliste, c'est Debré. En 80, au présidentiel, il fait moins de 2%. Oui. Donc là, on a une date très précise de l'effondrement de l'électorat. Ouais. Certains disent que c'est 1968, au sens où 1968 met tout ce monde de héros résistants par-dessus bord, en disant que maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Et on voit l'affrontement qu'il y a entre Pompidou et son Premier ministre, Chaban-Delmas, où Pompidou joue la carte gaulliste, alors que Chaban-Delmas joue, lui, la carte de la nouvelle société. Mais je dirais que petit à petit, le retrait de la droite par rapport au gaullisme, je ne pense pas qu'on puisse l'analyser avec une date. Moi, je dis 2007 parce que là, il y a une vraie rupture, y compris dans la manière de faire de la politique. Vous imaginez De Gaulle en train de dire avec Carla, c'est du sérieux. Avec Yvonne, c'est du sérieux. Avec Yvonne, c'est du sérieux. Avec Yvonne, c'est du sérieux, pardon. Bon, non, il faut arrêter. Donc, concrètement, 2007, symboliquement, ça veut dire, comment dire, au sein de l'Assemblée nationale et au sein des institutions, la partie qui domine, c'est pas cette partie-là. Par contre, je dirais que l'éloignement de la droite par rapport au gaullisme, c'est un processus dont il serait vain de chercher la date. C'est un processus qui se déroule sur plusieurs années. Pour en revenir au sujet, ce que j'ai appris un peu de ça, c'est intéressant, c'est la notion d'intégration. Parce que ce que vous exprimez, c'est que l'intégration ne se fait pas pendant les 120-130 années, c'est-à-dire que les populations ne se mélangent pas. Et après, il y a pieds noirs qui arrivent en France, ce
votent Le Pen pour certains, ils sont également dans cette logique de rupture. C'est-à-dire ils ne sont pas intégrables. Mais en même temps, c'est assez... Les relations humaines sont toujours fascinantes, le politique n'explique pas tout, c'est qu'en même temps, ils sont amis. Les gens peuvent être amis entre eux. Il y a des amitiés même qui se renouent une fois que les gens arrivent... Bien sûr, il y a même des Pieds Noirs qui retournent en Algérie aujourd'hui, qui retournent voir leurs amis, il n'y a pas de... Mais dès qu'on l'élève au niveau politique, il y a problème. Dès que c'est dans la vie quotidienne, les choses peuvent s'arranger. Non, mais c'est quand même plus compliqué que ça. Parce que les relations interindividuelles peuvent fonctionner, y compris s'il existe des barrières politiques, des barrières morales, mais le problème, c'est qu'il y a quand même eu pendant des années en Algérie, d'abord une institution qui s'appelle les délégations financières qui contrôlent le budget de la colonie et qui a empêché toute évolution, ensuite une pression assez forte pour éviter de basculer vers une égalité des droits. Il faut savoir quand même que ce qu'on appelait le parti colonial, qui était surnommé le parti Oulantine, parce qu'ils se réunissaient souvent dans d'excellentes tables parisiennes et discutaient leur stratégie, compte une centaine de députés au début du siècle. Leur président s'appelait Eugène Etienne. Donc, 100 députés au début du siècle, ça veut dire que si on veut faire bouger quelque chose sur la question coloniale, ça fait quand même un groupe de pression assez fort et extrêmement bien implanté institutionnellement. Après, il s'est petit à petit dissous. Puis la question coloniale, elle a commencé à changer. Jacques Marseille l'a bien montré. Ça a commencé à changer à partir des années 30, parce que petit à petit l'économie française se recycle. À partir des années 30, l'Empire est considéré comme une béquille du capitalisme français, investissement public en berne, investissement privé en berne, petit à petit on n'y investit plus. Alors, il y a eu une dernière tentative qui était le plan de Constantine, mais trop tard. Le traumatisme historique, est-ce que ce n'est pas véritablement un traumatisme psychologique? Évidemment, c'est... Le traumatisme, je dirais sociologiquement parlant, ça veut dire une situation de trouble qui évidemment a des effets psychologiques, mais une situation de trouble liée à un événement historique ou à une politique publique. C'est pas tout à fait la même chose si vous êtes napolitain et que le volcan qui est à côté, comment il s'appelle, le Vésuve, et que si le Vésuve est en éruption et que l'éruption d'un Vésuve détruit votre maison, l'État n'est pas responsable de ça quand même. Alors vous allez probablement bénéficier d'aide, etc. Mais c'est un événement dû au hasard de phénomènes chimiques ou... Par contre, le traumatisme historique, c'est une notion qui s'applique pour dire qu'il y a des gens qui ont vécu une situation qui peut laisser un certain nombre de traces à la suite d'un événement historique ou d'une politique publique. Et là, c'est pour ça qu'il y a des demandes de réparation, qu'il y a un affrontement avec l'État. Ces gens-là, ils avaient beaucoup plus à gagner en restant sur place que d'être rapatriés en France. Donc, ouais, mais c'est pas le problème. Je me souviens de la thèse de mon ancien patron de thèse, Bruno Etienne, problème juridique des minorités au Maghreb. Le mec courageux en 65 qui publie une thèse sur les Français d'Algérie. Et la thèse finit par la phrase suivante: le droit ne sert plus à rien quand il officialise une fiction, la fiction de l'Algérie française. C'est une coquille vide. S'ils étaient restés, ça aurait été l'émeute. En réalité, ils sont partis parce qu'ils, non pas parce qu'un droit les contraignait à partir, ils sont partis parce qu'ils ont considéré que la situation était intenable. Mais ils sont partis, j'ai discuté, j'étais à un colloque la semaine dernière, j'ai discuté avec Jean-Jacques Jordi, il m'a dit, moi j'ai été sur le bateau, j'avais 8 ans, avec ma petite sœur, on croyait qu'on se barrait en vacances. Il est pied noir, lui. On était là sur un bateau, on se demandait pourquoi tous les gens pleuraient, nous on croyait qu'on partait en vacances, c'était beau, la mer était bleue, ils ont compris après. Et simplement, ceux qui sont partis se demandaient s'ils allaient pouvoir revenir, si les événements, si la situation politiquement se calmait. Le problème, c'est que les 6 derniers mois étaient atroces, parce qu'entre la politique de la terre brûlée d'un côté ou de l'autre, ça a laissé suffisamment de séquelles pour que ils ont considéré que la situation était intenable, donc ils sont partis. Mais pas parce qu'ils étaient contraints par un droit, parce qu'ils estimaient qu'ils étaient contraints par les effets d'une situation. j'ai pensé parce qu'on parle plutôt de 40%. Donc c'est pas le cas de tout le monde. Oui, mais qui a utilisé le label une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a 40% de pieds noirs qui votent Front National, vous comprenez? Oh, bien sûr, c'est pas le cas de tout. Oui. Comme vous l'avez dit, en fait, pour ces pieds noirs, ils font un peu cette identification dans leur vote. Mais à leur arrivée, est-ce qu'ils ont réellement été intégrés en France, vu qu'ils n'ont jamais connu la France? Donc, leur vote, pourquoi est-ce qu'ils ont quand même fait ce choix de vote, alors qu'ils n'ont pas forcément été intégrés en France comme de réels Français, si je puis dire? Non, mais attention avec le concept d'intégration. Je voulais le dire tout à l'heure, puis j'ai oublié.
Le concept d'intégration, c'est un concept durkheimien qui signifie se sentir membre d'une société, d'accord? Donc je dirais qu'il y a toujours un travers dans la manière dont il est utilisé, parce qu'on dit toujours les immigrés sont-ils intégrables? Tiens, mon patron de thèse qui avait écrit les problèmes juridiques des minorités au Maghreb, quand il entendait ça, il répondait, il disait les cons, c'est pas intégrable, et pourtant on a intégré beaucoup. Concrètement, le problème est le suivant. On a là un groupe qui négocie avec l'État sa place. Et tout le problème, c'est que négocier sa place avec l'État, ça passe d'abord par des demandes de réparation matérielle, c'est les premières revendications, mais très vite. Par exemple, le Cercle algérianiste, une des principales associations représentatives à partir de 1973, disent notre mission, sauver une culture en péril. On n'est plus dans la demande de réparation matérielle, on est déjà dans la demande de réparation morale. Pour qu'ils existent, encore faut-il qu'ils fabriquent a posteriori une mémoire commune, alors que l'Algérie coloniale est une terre d'affrontement entre eux. Quant à l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que la bureaucratie fait souvent, et à tort. On a commencé par faire une loi en disant les agriculteurs vont avoir des prêts à taux zéro. Et puis il y a eu des lois pour dire les fonctionnaires on les reclasse dans leur corps. Et puis des lois pour dire tel va avoir telle aide. Et puis etc. Et on a rajouté des petites couches successives. Mais à force de rajouter des couches successives, finalement on applique une politique qui ne satisfait personne parce que le problème n'est jamais réglé. Au lieu de régler une bonne fois pour toutes, la dernière loi d'indemnisation elle est en 87 quand même. C'est sous Balladur. Donc c'est quand même un moment où les rapatriements avaient duré longtemps. Et donc leur intégration elle s'est faite, mais avec une série de mesures, c'est la thèse de mon collègue ami sur le Durkheim, avec une série de petites mesures, les unes visant à essayer de compenser les insuffisances de la précédente, et je dirais jusqu'à déclencher une mobilisation, d'ailleurs qu'on peut considérer comme parfaitement légitime, mais c'est pas la question, mais parce que le problème était de faire un état de la situation et de le régler une bonne fois globalement. Parce qu'à force de faire des mesurettes, vous savez, c'est un peu comme la politique fiscale. On fait une loi, puis on en crée une autre pour compenser le déséquilibre qu'elle crée. Au bout d'un moment, c'est un tel bordel, pardon, que ça n'a plus aucune efficacité. C'est bon? Merci.